Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Je suis professeur Benhara de la faculté de médecine d'Oran et je vais vous présenter les troubles de conduite alimentaire. Nous allons suivre pour le plan suivant. En introduction, il est important de savoir que l'alimentation est une fonction instinctuelle de base. Il s'agit d'un comportement à dimension biologique par son apport énergétique, à dimension psychologique par son plaisir produit et à dimension socio-culturelle par la représentation sociale de la pratique alimentaire. L'atteinte de ce comportement peut être d'origine somatique et ou psychiatrique, mais on ne peut parler de trouble de conduite alimentaire que si ce trouble n'est pas secondaire à un trouble somatique ou psychiatrique. Donc, c'est une entité pathologique à part entière. Les troubles de conduite alimentaire, ou dites encore les TCA, comportent plusieurs formes et débutent le plus souvent à l'adolescence, principalement à la période péripubertaire, et évoluent sur plusieurs années, et on reconnaît qu'un même patient peut présenter différents types de TCA au cours de l'évolution de ce dernier. Schématiquement, les TCA se retrouvent dans un spectre de troubles allant de l'abstention de l'alimentation qui est l'anorexie mentale à son excès qui est la conduite boulimique ou hyperphagique, et ce en passant par les formes de conduite alimentaire aberrantes telles que les coprophagies et les bizarreries alimentaires. Pour tout praticien en santé mentale, il est important de connaître et de savoir diagnostiquer les formes de TCA. Dans ce concept, il est nécessaire de les différencier des pathologies organiques et psychiatriques. Enfin, ne jamais omettre la détection des complications somatiques et psychiatriques des TCA qui peuvent être fatales pour le pronostic vital du sujet atteint de ce trouble. Passons maintenant à l'historique. L'intérêt porté sur les TCA remonte à l'Antiquité à la période de Galien, Avicenne, Morton, Gall et Lazec. Cependant, les plus importantes recherches sur ce type de troubles ont débuté à partir des années 80, marquées par l'article fondateur de Gerald Russell sur Bulimia nervosa and Anemius Variants of Anorexia nervosa, qui marque le début d'intensification des travaux sur l'incidence et les prévalences des TCA. Parlons maintenant sur les études épidémiologiques faites sur les TCA. Les différentes études nous renseignent que la faible prévalence des TCA en population générale est due au déni fréquent des troubles par les patients et à leur évitement du système de soins. Les études objectivent un taux de 35 à 50% d'anorexiques, 33 à 48% de boulimiques et elles comptent moins de 30% d'autres cas de TCA. Lorsque dans une même famille un apparenté de sexe féminin souffre de TCA, le risque d'avoir un enfant anorexique est de 3% et il est estimé de 0,3% dans les autres cas. Passons maintenant au diagnostic. Le diagnostic peut être difficile du fait du déni des patients et il est de bon pronostic s'il est diagnostiqué précocement et pris en charge rapidement. Il existe plusieurs échelles d'évaluation de ce type de trouble. Nous citons les échelles d'évaluation des TCA telles que le BULIT, Bulimia Test, qui a été fait par Smith et Tellen en 1984, et aussi Bulimic Inventory Test Edinburgh, Henderson et Freeman en 1987, le Eating Attitude Test par Garnier et Garfinkel en 1979, et aussi par Garnier et Cole en 1982, et aussi le EDI qui est l'Eating Disorders Inventory. Nous citons encore le Eating Disorder Examination. Le sujet peut intégrer le cercle vicieux des TCA s'il présente une perte d'estime de soi ou d'affirmation de soi, qui est à l'origine d'un état de souffrance, et de là, on va avoir un état d'évitement des émotions, source de souffrance. Progressivement, le sujet va essayer de contrôler cette situation par des restrictions des aliments, elle-même sera à l'origine d'un état de mal-être et de souffrance par la culpabilité et la honte qui renforcera la perte d'estime de soi. Ce cercle vicieux tourne autour du fait que l'alimentation est vécue comme un état émotionnel à la fois douloureux ou source de plaisir. Les formes de TCA sont nombreuses. Selon la classification DSM-5, les TCA se résument en troubles PICA, méricisme, restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments, anorexie mentale, boulimie,
accès hyperphagique ou dit encore Binge Eating Disorder, autres troubles de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments spécifiés, et enfin les troubles de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments non spécifiés. PICA est une perversion du goût alimentaire qui se traduit par l'ingestion de substances non comestibles. Deuxièmement, le méricisme, qui est le retour volontaire ou involontaire d'aliments de l'estomac dans la bouche où ils peuvent être à nouveau mastiqués. Ce trouble survient en général chez l'enfant. La restriction ou l'évitement de l'ingestion d'aliments se définit comme une incapacité persistante à atteindre les besoins nutritionnels et ou énergétiques appropriés. Il s'agit d'un manque d'intérêt manifeste pour l'alimentation ou la nourriture, à différencier du refus alimentaire qui est un refus pathologique total ou sélectif sans perte de l'appétit. Il est à considérer comme un symptôme de trouble psychiatrique et non pas un trouble de conduite alimentaire. Quatrièmement, l'anorexie mentale. Elle est dite aussi anorexia nervosa. Il s'agit d'une conduite de restriction alimentaire volontaire sous-tendue par la peur de grossir alors que le poids est bas. Elle touche avec une grande prédilection les jeunes filles adolescentes, 9 cas sur 10, âgées entre 12 et 20 ans, dont la prévalence est estimée à 1% des adolescentes. Sur le plan épidémiologique, la population prédisposée est les mannequins, les hôtesses, les gymnases, toutes les professions ou tous les domaines qui concernent l'image du corps. C'est un trouble qui se complique par des troubles d'ordre somatique, sexuel et relationnel, et elle est considérée comme une pathologie grave car c'est un problème de santé publique et surtout la gravité est corrélée au taux de décès qui est estimé entre 5 à 9%. L'anorexie mentale est souvent déclenchée par certains facteurs, notamment la séparation, les ruptures émotionnelles, l'échec, les remarques sur le corps. Et tout dépend bien sûr des sociétés. C'est un trouble qui se caractérise par la triade symptomatologique sur le plan clinique et aussi par la présence de certains signes psychologiques spécifiques avec un retentissement somatique manifeste qui est considéré comme les complications les plus graves qui peuvent aboutir au décès. La triade symptomatologique, ou dite les 3A, elle est faite d'anorexie, d'aménorrhée et enfin d'amaigrissement. Pour le premier symptôme qui est l'anorexie, il s'agit d'un refus alimentaire volontaire. Il s'agit d'un symptôme dominant et initial où il y a une lutte active contre la faim qui donne une sensation à la fois source de honte rappelant les besoins instinctuels du corps et source d'une satisfaction jouissive qui est l'indice activement recherché de la maîtrise des besoins. Cette anorexie est déniée ou rationalisée au début car elle est justifiée par un régime du fait d'une perception subjective du surpoids, de difficultés digestives ou encore de gastralgie. Tardivement, c'est une véritable anorexie avec perte de l'appétit, une intolérance gastrique et intestinale à l'alimentation qui peut s'installer. Le deuxième signe est l'aménorrhée. Elle peut être primaire ou secondaire et coïncide ou suit l'anorexie. En dernier, l'amaigrissement est spectaculaire avec une perte de 10 à 50% du poids de la personne, souvent complétée par prise de laxatifs, de diurétiques, présence d'attitudes de banalisation et de dissimulation par rapport à son état d'amaigrissement. Le tableau clinique de l'anorexie mentale est fait aussi de signes psychologiques spécifiques qui sont caractéristiques du conflit mental. Ils sont faits d'une manifestation d'intérêt excessif pour la nourriture dans un but de dissimulation de la maladie. Psychologiquement, le sujet atteint d'anorexie mentale présente un trouble de l'image du corps avec une peur permanente de grossir, un déni de la maigreur et une négation de tout désir dans la vie personnelle et sociale. En effet, il existe un refus de tout plaisir et de tout contact social où un isolement peut s'installer et un désinvestissement total de toute relation, y compris les relations sexuelles. Cependant, l'anorexie présente un maintien d'une relation de dépendance et d'attachement aux objets d'investissement, notamment le sport et l'activité intellectuelle.
Dans ce sens, on note une forme d'hyperactivité motrice et un surinvestissement intellectuel par le refus du repos, l'excès de sport et un résultat scolaire très brillant, le tout contraste avec l'amaigrissement. Les signes de retentissement somatique sont en rapport avec les signes de dénutrition. L'anorexique a un corps cadavérique fait d'une fonte musculaire importante, une altération des phanères, un œdème de carence, des constipations, troubles de la circulation et une hypothermie. Les signes biologiques en rapport avec cette dénutrition sont l'anémie, la leucopénie, l'hypoglycémie, l'hypokaliémie, les hormones thyroïdiennes diminuées et autres signes biologiques qui peuvent être en rapport avec ce type de perturbation et de dénutrition. Les autres signes qui peuvent être rencontrés chez l'anorexique sont l'absence de fatigue, la diminution de la durée du sommeil, les vomissements provoqués, la prise de médicamenteuses surajoutées et les accès boulimiques parfois associés. Alors que les formes cliniques de l'anorexie mentale sont en fonction du sexe et de l'âge. Pour le sexe, chez le garçon, elle est considérée comme de mauvais pronostic et elle est dite porte d'entrée à la psychose jusqu'à preuve du contraire. Alors que selon l'âge, on va noter qu'elle est soit dans la forme prépubertaire, soit dans la forme tardive, où l'âge de l'apparition est au-delà de l'âge de 25 ans. Les diagnostics différentiels qui se posent devant l'anorexie mentale sont les infections organiques qu'il faut éliminer au premier lieu. Ces infections organiques touchent principalement le tube digestif et nous citons les pathologies tumorales, infectieuses, métaboliques et autres. Pour les infections psychiatriques, on a en tête de liste les états dépressifs où le pronostic vital peut être engagé. Et là, nous avons la dépression mélancolique et principalement dans cette pathologie, l'anorexie est un symptôme et qui peut engager le pronostic vital et qui peut être corrélé à un état suicidaire ou une conduite suicidaire. On a aussi la schizophrénie et les autres délires chroniques, et nous citons aussi que l'anorexie dans ce sens, ou encore le refus alimentaire, ne sont que des symptômes qui intègrent ce type de pathologie. Les troubles anxieux, on a les troubles phobiques, les troubles obsessionnels compulsifs ou la restriction alimentaire et sélective. On a aussi l'hystérie où le refus alimentaire est purement théâtral. Récemment, il y a eu l'introduction de deux types de pathologies qui sont des diagnostics différentiels à l'anorexie mentale. On a la mégarexia qui est dite aussi bigorexia, qui est une anorexie inverse. Il s'agit d'une dysmorphie musculaire classée dans le DSM-5 comme étant une dysmorphie du corps. C'est un trouble similaire à l'anorexie, mais il y a une forme de préoccupation majeure par rapport à l'apparence du corps. Cette pathologie affecte beaucoup plus les hommes que les femmes. Contrairement à l'anorexie mentale où l'objectif est l'obtention d'un poids de plus en plus maigre à n'importe quel prix, dans l'anorexie athlética, le contrôle du poids et la minceur ne sont qu'un moyen pour atteindre les performances sportives. L'évolution de l'anorexie mentale est variable. Elle peut être favorable avec une guérison qui est estimée à 30 à 50% des cas, notamment si la prise en charge est précoce et adaptée. On a aussi une évolution défavorable où le décès est estimé à 5 à 9% des cas, et ce par les causes de dénutrition et les autres complications somatiques. Les rechutes sont à 50% des cas par succession d'épisodes anorexiques, avec ou sans d'épisodes boulimiques. On a aussi la chronicité si la maladie évolue dans plus de 4 ans. Le risque de dépression et les risques de tentative de suicide peuvent être aussi notés dans l'évolution de la pathologie et bien sûr on n'écarte pas les complications somatiques qui sont généralement au premier plan. L'éthiopathogénie explicative de l'anorexie mentale répond à plusieurs facteurs. Nous citons les facteurs psychopathologiques, qui sont dits non spécifiques, non constants, mais leur association est caractéristique de la pathologie, telles que les situations de dépendance à la mère, les situations de rejet ou de rapprochement avec le père, et aussi la parentification des enfants. Pour les facteurs familiaux, on parle de familles d'anorexiques, qui ont certaines caractéristiques particulières, notamment la rigidité, la pauvreté affective. Ils sont plus mentaux que émotionnels. On a aussi les facteurs socioculturels, où il y a un idéal social du féminin minceur qui peuvent exercer une pression contre la femme qui va avoir un objectif de minceur et de là le risque de l'installation de l'anorexie mentale.
En dernier, les facteurs biologiques, avec l'hypothèse génétique de la maladie et les perturbations des microbiotes intestinaux qu'on va essayer de détailler plus tard. Pour mieux expliquer l'éthiopathogénie précédemment citée, il faut savoir que l'anorexique présente une faible estime de soi, alimentée par le soi et l'environnement. Cette situation va engendrer un souhait de contrôle et qui sera concrétisé par un régime alimentaire. Influencé par les pairs et la société de façon globale, cette situation, suite à un état de prédisposition génétique et psychologique, va entraîner une perte de poids qui va donner un état de bien-être et un sentiment de réussite pour l'anorexique. Progressivement, l'évolution va se faire vers l'état de dénutrition et de la maigreur qui va être source de honte et de culpabilité, compensée par des crises boulimiques et un état dépressif. Le régime alimentaire, le bien-être et les sentiments de réussite ainsi que les crises boulimiques et de dépression vont tous renforcer la faible estime de soi qui était à l'origine de ce trouble. Et de là, on va avoir un état ou un cercle vicieux qui va expliquer le trouble anorexique, qui lui-même ressemble à un certain degré les cercles vicieux précédemment cités des TCA. Passons maintenant à la boulimie ou dite bulimia nervosa. La boulimie est une ingestion impulsive et incoercible de quantités importantes de nourriture hypercalorique, accompagnée d'un sentiment de culpabilité. Elle est suivie de vomissements ou d'ingestion de médicaments amaigrissants tels que les laxatifs ou les diurétiques. La forme la plus caractéristique est la forme compulsive normopondérale évoluant par accès avec vomissement. Sur le plan épidémiologique, l'âge de début de la boulimie est estimé entre 18 et 21 ans. Elle touche plus les femmes que les hommes, avec 4 à 6 sur 1 pour son sexe ratio. Et la prévalence est estimée à 4 à 5%, touchant plus les adolescentes. 50% des anorexiques font au moins un épisode boulimique dans leur évolution. Les facteurs déclenchants de la boulimie sont presque semblables à ceux de l'anorexie mentale. Nous citons la séparation, la déception et le deuil. Les tableaux cliniques ou le tableau clinique de la boulimie est fait de 3 phases de l'accès. On a le pré-accès, l'excitation préalable qui est faite d'angoisse et d'irritabilité et enfin la sensation envahissante de faim. Sur le plan clinique, la boulimie est faite d'une phase d'accès dite de surconsommation alimentaire qui est brutale, incontrôlable, impérieuse et irrépressible. Cette phase est faite d'ingestion de grandes quantités de nourriture hypercalorique, telles que les chips, du chocolat, des colas. Elle est rapide, dure moins de 2 heures, parfois plus de 8 heures, se fait en cachette, en fin de journée chez soi, avec une sensation de plaisir qu'elle va procurer au sujet boulimique. La fréquence de cette phase se fait de façon hebdomadaire, quotidienne et parfois pluriquotidienne. La fin de l'accès elle est caractérisée par certaines circonstances, par le manque de nourriture, la douleur au ventre, et elle va être faite d'un profond malaise physique et psychique et un état de torpeur à la limite de la dépersonnalisation. Un sentiment de honte et de dégoût s'installe qui va provoquer ou être minimisé par les vomissements et aussi l'utilisation de médicaments et de laxatifs. En plus de la clinique précédemment citée, il existe des conduites boulimiques qui se font en dehors de la crise, où le sujet boulimique se remarque par une envie de nourriture et par peur de manquer cette dernière, une préoccupation obsédante de nourriture, il a tendance à lire les recettes, à voir des émissions qui parlent de nourriture, aussi avoir des conduites impulsives, notamment la kleptomanie et le collectionnisme, et en dernier on a aussi l'appétence pour les médicaments et l'alcool. Les diagnostics différentiels qui se posent avec la boulimie, on a l'hyperphagie et la gloutonnerie de cause organique ou encore psychiatrique. On a le syndrome de Klein-Levin et en dernier, on a le grignotage. L'évolution de la boulimie est faite principalement par des complications de vomissement, telles que les troubles hydroélectrolytiques, l'hypertrophie des parotides aussi. Les complications digestives, aussi, on note des troubles du cycle menstruel, notamment l'aménorrhée qui peut être généralement
primaire ou secondaire. On a aussi un épisode dépressif et les tentatives de suicide qui compliquent l'évolution de la boulimie. Et en dernier, on a les conduites toxicomaniaques qui peut être aussi un mode évolutif, voire aussi un mode comorbide. L'éthiopathogynie de la boulimie répond à des facteurs psychodynamiques qui sont liés à une organisation fantasmatique pauvre et aussi au symptôme boulimique qui est considéré comme un substitut de la relation à autrui qui est défaillante ou encore pauvre. Les facteurs socioculturels sont en rapport avec la valorisation de la minceur corporelle et aussi de la suralimentation aux besoins réels. La boulimie et la dépression sont liées et elles sont aussi considérées comme un équivalent de troubles bipolaires, où la phase dépressive existe et la phase boulimique remplace la phase maniaque. Les théories cognitives et comportementales qui expliquent la boulimie est que le sujet atteint de ce trouble présente une atteinte de l'image du corps, généralement à cause de l'amaigrissement. Progressivement, le sujet va présenter un appétit impulsif fait d'accès boulimiques. Suite à l'état de culpabilité, l'angoisse et l'anxiété s'installent et le sujet va essayer de minimiser ces situations par l'utilisation de laxatifs et de diurétiques et voire même des vomissements. Le tout va être renforcé par des conduites boulimiques. Passons maintenant aux accès hyperphagiques, dits encore binge eating disorder. Les accès hyperphagiques se définissent par un état d'hyperphagie boulimique sans conduite associée de mesures de contrôle du poids. C'est-à-dire qu'il y a une absence de conduite de purge par l'ingestion de laxatifs, de diurétiques ou encore de vomissements, contrairement à la boulimie, et elle se traduit par une obésité. Contrairement aux sujets obèses, les patients décrivent de fortes préoccupations pour la nourriture et le poids, et il existe de fréquentes tentatives de restriction alimentaire. Il y a aussi une fréquence accrue de comorbidités anxio-dépressives. Il est à différencier du syndrome de Prader-Willi, où il est caractérisé à la naissance par une hypotonie sévère, un trouble de la croissance, suivi par l'apparition d'une hyperphagie. Ici, il existe un problème avec l'hormone de satiété, où l'enfant ne sent pas qu'il a assez mangé. L'avant-dernier trouble classé dans le DSM-5 est les autres troubles de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments spécifiés. Parmi les autres troubles de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments spécifiés, nous citons l'anorexie mentale atypique, où elle ne regroupe pas tous les critères précédemment cités dans l'anorexie mentale. Aussi la boulimie de faible fréquence et ou de durée limitée. On a aussi le syndrome d'alimentation nocturne. Il s'agit d'un épisode récurrent d'alimentation nocturne, se manifeste par une alimentation après un réveil nocturne ou par une consommation excessive de nourriture après le repas du soir. Il existe une prise de conscience du trouble et un souvenir de l'épisode. Nous citons aussi les accès hyperphagiques atypiques de faible fréquence et ou de durée limitée, contrairement à la forme de l'accès hyperphagique précédemment cité. Aussi les troubles purgatifs, il s'agit d'un comportement purgatif récurrent visant à influencer sur le poids ou la forme du corps, tels que les vomissements provoqués. Il se fait en dehors d'accès hyperphagiques par l'utilisation de médicaments tels que les laxatifs et les diurétiques. En dernier, on a les troubles de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments non spécifiés. Nous citons l'orthorexie, qui veut dire manger droit. Elle est appelée aussi obsession nutritionnelle, c'est-à-dire l'obsession tourne autour de l'aliment. Elle est décrite pour la première fois au début des années 2000 par Bratman, et il s'agit d'une fixation ou d'une obsession autour de la nourriture saine. C'est-à-dire que le sujet va avoir des idées et des pensées, même une organisation, pour avoir une nourriture purement saine. Elle se fixe, cette personne, une éthique alimentaire rigoureuse, une éthique dichotomique entre le sain et le malsain alimentaire. Fixer des règles strictes, respectées quotidiennement et qui peut avoir un retentissement social et relationnel. La prégorexia, ou dit encore la mammyrexie. Il s'agit d'une obsession de la minceur chez la femme pendant sa période de grossesse, entraînant une conduite anorexique. Le paradoxe, c'est que ces jeunes femmes souhaitent toujours avoir un bébé, mais ne veulent pas de symptômes physiques accompagnant la grossesse, c'est-à-dire les grosseurs.
Pour ces femmes, généralement, il existe des complications qui peuvent mettre en jeu l'évolution favorable de cette grossesse et en même temps le développement normal du bébé. On a aussi la diabulimia. Ça affecte les gens qui souffrent d'un diabète de type 1 insulinodépendant. Ça touche plus les femmes que les hommes, dont un tiers des jeunes femmes diabétiques. Et le patient ou la patiente réduit les niveaux d'injection d'insuline qu'il exige afin d'essayer de détruire le grammage. Et là, on aura comme conséquence une augmentation de glucose dans le sang. L'insuline peut mener au gain du poids parce qu'elle contribue au stockage des graisses et par conséquent, quelques patients manipulent des niveaux d'insuline pour détruire ce grammage. Ce type de troubles peuvent être associés parfois à l'anorexie ou à la boulimie. Passons maintenant à l'éthiopathogénie des troubles de conduite alimentaire. Pour cette éthiopathogénie, il existe plusieurs modèles. Nous citons le modèle biologique. Comme vous voyez dans ce tableau, nous illustrons les gènes responsables et les plus fréquemment étudiés dans l'explication des TCA et nous citons les gènes en rapport avec la régulation centrale de l'appétit et ceux qui sont en rapport avec la régulation périphérique de cet appétit. Il est à noter que la dénutrition peut être à l'origine d'une baisse du niveau des neurotransmetteurs monoaminergiques, notamment la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine. La sérotonine agit au niveau de l'hypothalamus médian en diminuant la prise alimentaire, en particulier celle des hydrates de carbone. C'est important de savoir que la sérotonine fait partie d'une boucle très complexe de régulation de l'absorption glucidique. Elle est impliquée aussi dans le contrôle de l'appétit et de la satiété, de l'agressivité et l'impulsivité, de l'expression des traits de perfectionnisme et aussi l'image et la perception du corps. Les chercheurs ont porté un intérêt sur la relation entre les monoamines et les TCA en rémission. Ici, plusieurs études ont retrouvé des taux sensiblement élevés de 5-HI2A, le principal métabolite de la sérotonine, chez les anorexies mentales en rémission ainsi que la boulimie en rémission. La sérotonine est le neuromédiateur dont le rôle dans le pondérostat est actuellement le mieux connu. L'effet le plus anciennement décrit est la modification du comportement alimentaire avec une variation de la satiété. Quant à la dopamine, elle est impliquée dans les mécanismes de récompense hédonistes liés à l'alimentation, la régulation de l'alimentation et aussi la régulation de l'humeur et de l'activité motrice. Le lien entre la dopamine et les TCA a été établi par le fait qu'il existe un niveau réduit de l'acide homovanillinique, qui est le métabolite de la dopamine, dans le LCR chez les patients anorexiques pendant la phase critique de la maladie. Une seule étude a retrouvé des niveaux significativement diminués de ce métabolite dans le LCR des patients avec anorexie mentale sous type restrictif, comparé au niveau de HVA dans le LCR des patients avec le Binge Eating Disorder ou l'anorexie mentale purging type. Les facteurs génétiques impliqués dans les TCA représentent un taux de 50 à 70%. L'allèle de vulnérabilité 5-HT2A est actuellement le plus cité. Les études actuelles s'intéressent de plus en plus aux liens entre l'environnement et les TCA et ils ont établi une relation triangulaire responsable directement et indirectement à ce lien, qui est une relation entre le tube digestif, le cerveau et l'alimentation. Et cette relation est responsable du cycle de la satiété. Certaines études ont pu établir une relation directe entre le cerveau et la muqueuse intestinale, dite le second cerveau. Une étude récente à l'université de Rouen a dévoilé que la bactérie intestinale Escherichia coli peut être responsable de la perturbation du cycle de la satiété, et ce par la libération d'une protéine simulant l'hormone de la satiété, expliquant en partie les TCA. Cette protéine s'est révélée être le sosie parfait de l'hormone de la satiété qui est la leptine, appelée aussi la mélanotropine. Son nom de code est la CLPB, fabriquée par l'Escherichia coli, naturellement présente dans notre flore intestinale. L'action de notre corps contre la production de la protéine CLPB est qu'il va exister une production des anticorps qui vont se fixer sur la protéine avec une provocation d'un dérèglement
et ce par leur fixation aussi sur les hormones naturelles de la satiété de fait de son homologie de structure. On va avoir des modifications de l'effet satiétogène de l'hormone naturelle et à cet effet, notre cerveau va enregistrer des informations contradictoires. Cela va renforcer le sentiment de satiété dans le cas de l'anorexie ou de la faim en cas de boulimie. Il est à noter que les études actuelles ont dévoilé que le taux plasmatique d'anticorps dirigés contre la CLPB et la mélanotropine sont plus élevés chez ces patients, c'est-à-dire les patients qui présentent une anorexie mentale principalement. Des tests sanguins sont en cours de développement pour la détection de cette protéine CLPB qui vont nous permettre à long terme d'adapter notre prise en charge. Pour mieux expliquer ce qui a été précédemment cité dans l'anorexie mentale, il faut savoir que la restriction alimentaire va engager une situation de stress du microbiote responsable d'une dysbiose inflammatoire. Cette dernière va engager une situation où on va avoir le risque d'une neuroinflammation qui est responsable directement de l'installation des troubles cognitifs qui sont eux-mêmes à l'origine du renforcement de la restriction alimentaire dans l'anorexie mentale. Pour mieux expliquer encore le mécanisme biologique de l'anorexie mentale, il est à noter qu'il existe des troubles des peptides de la régulation de la faim et associant ceci à une anomalie du système de récompense qui implique la voie mésolimbique et mésocorticale. En plus de ce qui a été précédemment cité, le modèle explicatif de TCA, on a le modèle cognitivo-comportemental qui nous renseigne sur un dysfonctionnement dans la pensée qui intègre l'estime de soi, au poids et à l'apparence physique. Le modèle psychologique expliquant les TCA intègre plusieurs théories. Nous citons les traumatismes et les problématiques d'attachement dans les antécédents, la pathologie sévère du moi prenant ses racines dans la première enfance, et enfin aussi la pathologie de l'incorporation sur un mode proche de la mélancolie. La théorie psychanalytique prend naissance dans les années 40 à 50, où l'anorexie de l'adolescence suit un modèle proche de l'hystérie. En effet, le comportement alimentaire est considéré comme une pulsion sexuelle, dite une pulsion innée, et l'adolescent, incapable d'assumer une sexualité génitale, régresse à des stades du plus primitif où la gratification orale est associée au plaisir sexuel et à la fertilité. Les désirs sexuels sont déplacés à la nourriture, qui est le symbole inconscient de divers désirs, l'amour, la haine, la gratification sexuelle, et l'anorexie, dans ce sens, détruit le corps sexué pour retrouver enfin le corps prépubère. Les vomissements dans ce sens est une tentative de se purifier d'une expérience sexuelle orale traumatique, et la peur de grossir est une forme de peur de la grossesse pour la femme. La dénutrition est une tentative de déféminisation de son corps afin de minimiser des processus d'identification confuses et ambivalentes à la mère. Le modèle social et environnemental expliquant les TCA se focalise plus sur le modèle de famille des patients atteints de ces troubles. En effet, ce type de familles sont caractérisées par un état de repli sur soi comme autosuffisante au niveau relationnel, en voyant aussi à l'extérieur une image très forte d'une famille unie et sans problème dans un déni des conflits. Citons les facteurs de risque des TCA. Nous citons le jeune âge, et c'est la période péripubertaire. Rappelez-vous, au début, on a cité que cette période est la période de prédilection d'apparition de la majorité des TCA. Le sexe féminin est aussi un des facteurs de risque, car la majorité aussi des TCA touche plus les femmes que les hommes. Certaines catégories sociodémographiques, et nous citons les études qui en parlent, par rapport aux catégories de professions qui sont liées directement à l'image corporelle, et nous citons le mannequinat, la danse, le sport de haut niveau, etc. Ce sont des professions qui mettent à risque les sujets pour développer les TCA, la majorité des TCA, et principalement l'anorexie mentale. L'attitude de la famille est aussi un facteur de risque et un facteur de complication, voire même un facteur de mauvais pronostic, parce que le déni, la banalisation et le rejet de la famille ne font que aggraver la situation initiale de la majorité des TCA.
L'IMC inférieur à 18, supérieur à 30 est aussi un facteur de risque et de mauvais pronostic pour ce type de pathologie. La fréquence importante d'hospitalisation est un élément de mauvais pronostic et un facteur de risque de rechute et de complications. Et les comorbidités avec les autres troubles somatiques ou psychiatriques, principalement les addictions aux toxiques et aussi d'autres types de facteurs de risque. Passons maintenant à l'évolution des troubles de conduite alimentaire. L'évolution des TCA peuvent être favorables si la prise en charge est précoce. Elle s'étend sur plusieurs années, rarement moins de 4 ans, et elle est marquée par la fluctuation de la symptomatologie alimentaire et émaillée par l'apparition des troubles psychiatriques intercurrents. L'évolution vers les formes mixtes peuvent être aussi présente lors de l'évolution des différents TCA par l'association de l'anorexie mentale à la boulimie par exemple. L'installation de la comorbidité, par exemple présence de dépression, d'addiction, la guérison est aussi possible, les rémissions partielles et la chronicité. Et en dernier, la morbidité et la mortalité peuvent être importantes, notamment dans l'anorexie. La prise en charge des TCA se base sur les objectifs suivants. Traiter les conséquences physiques, traiter les difficultés psychopathologiques sous-jacentes et ou consécutives, la restauration du poids dans les limites de la normale, à savoir une IMC estimée entre 19 à 21, lutter contre le déni des troubles, voire à ne pas les partager, et enfin travailler l'alliance avec l'entourage du patient, surtout en cas de son hospitalisation. La prise en charge repose sur un travail pluridisciplinaire intégrant un psychiatre, un somaticien, un diététicien, un thérapeute de la famille, un thérapeute individuel et un kinésithérapeute et en dernier un psychosomaticien. Les soins ambulatoires se proposent devant toutes les situations loin de l'urgence somatique ou psychiatrique. Lors de ces soins, on doit faire plusieurs entretiens motivationnels pour gérer les situations d'ambivalence vis-à-vis de l'alimentation et le poids. L'hospitalisation se propose devant la tentative de suicide, le retentissement somatique et les échecs de traitement ambulatoire. Le traitement somatique a comme objectif lever l'urgence somatique et traiter les troubles secondaires tels que les troubles hydroélectrolytiques et les troubles hormonaux. Pour la chimiothérapie, les psychotropes n'ont que peu de place dans le traitement des TCA, et ce, en dehors d'une utilisation d'appoint, d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Les ISRS comme la fluoxétine et la paroxétine à dose optimale estimée entre 40 à 60 mg, elles peuvent permettre tout de même l'abrasion transitoire d'une symptomatologie boulimique par effet direct sur le contrôle de la satiété. Les psychothérapies proposées pour les TCA, elles sont multiples. Nous citons la thérapie cognitive et comportementale, où l'acquisition d'un nouvel apprentissage de la conduite alimentaire se trouve nécessaire, notamment pour les boulimies et l'anorexie mentale. On propose aussi la psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Tout de même, ce type de thérapie a peu d'effets positifs sur l'évolution des TCA. Et là, l'indication se fait chez les boulimiques et l'anorexique dans un but aussi de compréhension de la pathologie et ce qui a ramené le sujet à développer ce type de trouble. Elle est individuelle et de soutien pour renforcer les mécanismes de défense des personnes atteintes des TCA pour maintenir la stabilité et éviter les rechutes. Et on peut proposer aussi la psychothérapie de groupe. En dernier, la psychothérapie de famille pour corriger toutes les défaillances en rapport avec les liens et les relations intrafamiliales qui peuvent entraver l'évolution favorable des TCA. La prise en charge de l'anorexie mentale a certaines particularités qu'il faut prendre en compte. Ce type de trouble présente une urgence médico-psychiatrique dont l'approche thérapeutique est globale. Elle est à la base somatique, psychologique et familiale. L'hospitalisation s'impose, notamment si on a certains troubles somatiques qu'il faut prendre en charge, et ce, dans un service de réanimation pour traiter les signes de dénutrition grave. On a aussi un service de psychiatrie, et c'est souvent nécessaire pour isoler la patiente de son milieu environnant. Et on a aussi l'établissement d'un contrat de soins durant cette hospitalisation qui est nommé le contrat de poids. Alors ce contrat a comme but de renforcer les réponses positives
à la prise en charge et on va dire à la patiente, si vous allez gagner quelques grammes au cours de la semaine durant votre hospitalisation, on va vous autoriser à avoir un coup de fil. Et au fur et à mesure que vous aurez plus de gains de poids, vous aurez plus de récompenses durant votre hospitalisation. Et de là, on va avoir une prise en charge à la fois somatique et aussi psychologique. En dernier, il est important de savoir que la réalimentation doit être progressive, adaptée et personnalisée avec le soin et l'aide des diététiciens. La chimiothérapie se propose avec les antipsychotiques atypiques, tels que l'olanzapine. Les différentes études ont prouvé que cette molécule a un effet très positif dans l'évolution de la pathologie, notamment dans les formes graves avec déni. Les antidépresseurs type ISRS donnent aussi de très bons résultats dans les formes d'anorexie mentale, surtout si cette dernière est associée à une dépression. Les psychothérapies d'inspiration analytique devant les troubles de la personnalité associés à l'anorexie mentale, le déni des troubles et les rechutes fréquentes. On propose aussi dans la prise en charge la psychothérapie comportementale et aussi la psychothérapie familiale. En dernier, la prévention des TCA est d'ordre éducatif. Elle se base aussi sur l'interaction avec les parents et l'interaction avec l'enfant, où on doit expliquer ce type de troubles, comment les éviter et surtout comment les prendre en charge de façon précoce et adaptée. Pour conclure, devant les TCA, il faut éliminer une organicité. L'intérêt d'un diagnostic précoce pour améliorer la prise en charge et aussi le pronostic du sujet. Il faut détecter et connaître toutes les complications graves devant les TCA, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques. Il faut prendre en charge de façon pluridisciplinaire en intégrant tous les professionnels pour soigner les TCA, en collaboration entre psychiatres et somaticiens. Vous avez devant vous une liste des références bibliographiques qui vont vous aider à compléter cette conférence. À la fin, je vous remercie d'avoir été attentif à cette présentation et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.